Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de la Troquelle dans le cadre du mois électoral. Merci d'être présente et présent avec nous ce matin. Je me présente, je m'appelle Hugo Valiquette et je suis directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière. D'entrée de jeu, on est déjà en plein cœur du mois électoral. Évidemment, vous le savez, le Québec est plongé dans cette campagne. Vous avez déjà commencé à entendre parler un peu des idées des différents partis politiques. À date, on n'a pas beaucoup entendu parler du mouvement communautaire autonome, mais qu'à cela ne tienne, nous, on va prendre parole et on va amener les informations, les questions, les préoccupations du mouvement communautaire tout au long de ce mois électoral. Je tiens à vous rappeler que le mouvement d'action communautaire autonome dans la Nodière, ça représente 200 organismes communautaires autonomes qui font partie d'un grand mouvement au Québec composé de 4000 organismes communautaires autonomes. On va présenter 3 conférences de presse pendant ce mois, c'est la toute première, et on va être avec vous lundi le 12 septembre prochain et le 26 septembre pour vraiment couvrir l'ensemble des enjeux du mouvement communautaire autonome. Pendant la conférence de presse, je vous invite à commenter si dans les allocutions que vous entendez, il y a des éléments que vous voulez faire ressortir. N'hésitez pas à utiliser les commentaires parce qu'on va pouvoir les afficher en direct. Si vous avez des questions, entre autres pour les médias de la région qui nous suivent aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour poser vos questions. Moi, je vais les avoir, vive la technologie, pour pouvoir vraiment échanger avec vous pendant la conférence de presse. Aujourd'hui, on aborde la question de la réelle reconnaissance des organismes communautaires autonomes par le gouvernement. On entend souvent le gouvernement nommer sa reconnaissance, l'importance des OCA. On nous dit qu'on fait un travail extraordinaire, essentiel, important, incroyable. Des adjectifs, on en entend tout plein. Le problème, c'est quand vient le temps de vraiment reconnaître l'expertise des organismes communautaires autonomes, on a l'impression que le gouvernement parle des deux bords de la bouche. Vous êtes extraordinaire, on vous aime, lâchez pas, mais quand vient le temps de nous soutenir, c'est un petit peu moins présent. Donc, on a envie aujourd'hui de mettre en lumière cette réalité et c'est pour ça que j'ai avec moi 3 invités pendant la conférence de presse qui vont témoigner de cette réalité. Tout d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, pour parler de la réalité vécue vraiment sur le terrain par un organisme communautaire autonome, je vais céder la parole à Annie Chauvette, qui est coordonnatrice à Réussite éducative Montcalm, pour vraiment témoigner de comment ça se vit cette reconnaissance qui n'est pas tout à fait présente. Annie, je te cède la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Réussite éducative Montcalm, c'est un organisme qui œuvre en éducation dans la MRC de Montcalm. On travaille avec les familles par le biais de conférences, d'ateliers, de rencontres individuelles, familiales, tout ça à domicile, à l'école, en virtuel aussi maintenant. Mais on outille dans le fond les familles pour qu'ils puissent arriver à la réussite scolaire et réussite éducative aussi. On agit à titre d'intervenant pivot entre le jeune, l'école, sa famille et la communauté. On est un organisme qui est quand même très bien implanté dans la MRC Montcalm depuis plus de 15 ans. Et nos projets ont toujours été créés en complémentarité avec ce qui existe déjà dans le milieu, puis ont toujours été créés en partenariat avec des organismes qui ont trouvé des besoins qui n'étaient pas comblés et on a décidé ensemble de monter les projets qui font maintenant l'organisme Réussite éducative Montcalm. Les dernières années nous ont permis de voir qu'on était vraiment un organisme devenu un service essentiel dans notre MRC et reconnu dans notre communauté. On reçoit de plus en plus de demandes des écoles, des municipalités, des partenaires aussi pour aider certaines familles à relever des défis. Défis qui se sont aussi accrus avec les années de pandémie qu'on vient de vivre. Juste pour vous donner un exemple, il y a 5 ans, j'étais toute seule comme employée encore à Réussite éducative. Maintenant, on est rendu 5 professionnels, travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés à travailler à temps plein pour aider les familles dans leurs défis quotidiens. Donc, c'est sûr que malheureusement, nous aussi, on vit des défis. Nos familles vivent des défis, mais nous aussi, on vit des défis de financement le plus souvent. Bien qu'on est là depuis 15 ans, ça fait que quelques années qu'on reçoit un petit financement à la mission et ce financement-là ne nous permet pas de faire vivre l'organisme au complet. Jusqu'à présent, on a été chanceux, mais c'est au moins 50% de nos ressources financières qui ne viennent pas du gouvernement, qui sont non récurrentes,
Donc, on ne sait jamais d'année en année si on va pouvoir continuer à faire nos projets. C'est sûr que c'est difficile pour les projets, à savoir est-ce qu'on va être reconduit l'année prochaine, est-ce qu'on va pouvoir soutenir nos familles encore l'année d'après. Et puis, les subventions non récurrentes, bien, ça vient d'un milieu qui choisit d'année en année où est-ce qu'il va mettre ses fonds selon ses orientations, selon ses décisions. Donc, la moitié de notre financement vient de ça. C'est difficile pour un organisme de prévoir à long terme dans ce temps-là. C'est aussi beaucoup de temps d'administration qui est demandé pour chercher les subventions, rédiger les projets, faire la reddition de comptes et toutes ces choses-là. C'est du temps qui n'est pas donné, qui n'est pas mis pour nos communautés, pour notre clientèle. C'est aussi une instabilité puis une insécurité pour le personnel de l'organisme qui, à chaque année, ne sait pas si son mandat va être renouvelé puis s'il va être capable de dire à ses familles qu'il va continuer d'être là pour lui. C'est sûr que le gouvernement, comme tu le disais, Hugo, reconnaît l'expertise des organismes, reconnaît qu'on est un rôle essentiel, les organismes communautaires autonomes, mais on voit quand même un manque de reconnaissance de notre expertise quand, au lieu d'augmenter le financement à la mission d'un organisme communautaire, ils préfèrent injecter de l'argent dans des institutions pour créer des nouveaux projets. Et là, je mets « nouveaux projets » entre guillemets parce que ces projets-là, souvent, sont faits par les organismes communautaires depuis des années, un peu dans l'ombre, mais sont quand même très, très appréciés du milieu. Et les organismes communautaires ont développé une expertise non négligeable dans ce domaine-là. Je pense à certains projets cette année puis l'an dernier qui a été amené en éducation là, au niveau du service aux jeunes, de la santé mentale ou du tutorat, qui est arrivé comme ça avec beaucoup d'argent, sans vraiment consulter le milieu et à savoir ce qui se faisait déjà dans notre communauté. Ce que nous demandons, en fait, c'est surtout une reconnaissance et un financement récurrent, digne de nos compétences, de nos actions, qui permettrait de réaliser pleinement notre mission. Et ça, à la hauteur des besoins du terrain, dans l'autonomie et la flexibilité qu'on reconnaît aux organismes communautaires. Donc, on veut pouvoir organiser nos projets à long terme puis en voir les impacts. Merci beaucoup. En fait, Annie, merci beaucoup de mettre en lumière toute la question du projet ponctuel, les orientations que le gouvernement, dans le fond, utilise dans ces projets-là. Parce que tu le dis très bien, on peut être financé une année, puis là, oups, le même programme décide de financer avec des nouvelles orientations. Là, les organismes doivent partir, essayer d'être créatifs, innover, un nouveau projet, des projets novateurs. C'est des termes-là qu'on voit souvent. Puis pourtant, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point la réaction des organismes communautaires autonomes dans le cadre de la pandémie a été facilitée de beaucoup grâce au financement à la mission. Tu sais, on dit souvent que le communautaire est en mesure de se retourner sur un 10 sous. Puis dans la pandémie, on l'a vu parce que notre financement à la mission nous permet justement d'être agile. Mais quand notre financement, comme tu l'as dit, est basé à 50 % de financement à la mission, 50 % de projets ponctuels, bien, cette agilité-là, c'est un petit peu plus difficile parce que puis on l'a vu dans la pandémie, il y a des organismes qui devaient quand même répondre aux critères d'un programme qui, là, ne respectaient pas les mesures que le gouvernement met en place pour la pandémie. Fait que là, on avait toutes sortes de problématiques, mais là, on peut faire la vue là-dessus par la pandémie, mais c'est le cas pour d'autres projets puis d'autres initiatives. Puis l'insécurité dont tu parles, je pense que ça vient avec ce manque de reconnaissance de l'expertise, parce qu'il y a aussi ce fait-là, tu sais, au niveau du personnel, ben là, tu peux l'engager 1 an pour le projet. Tu formes ces personnes-là, ils sont en mesure de bien répondre, ils se sont attachés aux gens de l'organisme, puis là, on ne peut plus les garder en poste parce que ça ne répond plus à la petite case d'un projet de financement ponctuel. En tout cas, je trouve que Exactement. tu mettais bien en lumière ces réalités-là. Merci. Et je pense que ça fait le pont, Pierre Lafontaine, agent de concertation à la TCRA-PHL, qui est la table de concertation des associations de personnes handicapées de la Naudière. Mais là, il me semble qu'il manque un R là-dedans. Régional. Merci d'être avec nous, puis aussi de mettre en lumière cette réalité-là de l'expertise qui est reconnue, mais pas soutenue. Bien, moi, ce que j'ai choisi de vous dire ce matin, c'est de parler un petit peu de la flexibilité des groupes communautaires dans le cadre de la pandémie. Parce qu'on sait que la pandémie, ça a brassé pas mal tout le monde, tant du réseau de la santé que des organismes communautaires. Puis moi, je travaille dans le secteur personnes handicapées. Et naturellement, le secteur personnes handicapées, c'est des personnes qui sont vulnérables, qui ont souvent des problèmes d'immunosuppression, qui ont souvent des problèmes de fragilité. Fait que ça a été très compliqué
à un certain égard. Nous, on est dans un regroupement. Donc, on avait au départ de la pandémie à gérer de l'information ou à chercher de l'information. Ça a été énormément de travail. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que dès le début, les groupes ont démontré de la créativité, de l'entraide, du soutien entre eux, même à l'extérieur du secteur des personnes handicapées, avec d'autres pairs, d'autres organismes de d'autres secteurs. Donc, on avait à chercher l'information, traiter l'information et l'adresser aux groupes pour que les groupes puissent recommencer ou maintenir leurs activités. Parce qu'il y a toute la question que les personnes se sentaient très isolées à ce moment-là. Je vais revenir avec un exemple concret à la fin. Et ça a créé aussi, bizarrement, une pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que le gouvernement a augmenté les salaires, il a augmenté les conditions de travail dans le réseau de la santé et le travail dans les groupes communautaires est devenu de moins en moins attractif. Donc là, les gens partaient des groupes communautaires, s'en allaient au Centre intégré de santé et services sociaux pour travailler, ce qui a fait qu'il y a eu un trou. Puis, en tout cas, je vais passer tous les détails des batailles qu'on a encore amenées par rapport aux iniquités que ça a créées au niveau des salaires. La reconnaissance du caractère essentiel des OCA par le MES, oui, on nous aime, hein, comme Hugo le mentionnait, comme Annie le mentionnait tantôt, mais on n'a pas de rehaussement de financement qui est significatif pour supporter cette souplesse-là. Je vais vous donner l'exemple. Dans l'Anaudière, on est à peu près 170 organismes en santé et services sociaux. C'est 1200 travailleurs à peu près, travailleurs, travailleuses qui sont dans ces groupes-là. Alors que le Centre intégré de santé et services sociaux, c'est un organisme qui a plus de 11 000 employés. Ça fait qu'il y a une difficulté à virer le bateau de bord. Là. Ça ne se vire pas de même. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de ratés. On se souviendra de la saga des CHSLD où c'était difficile de réussir à trouver les responsables. C'est parce qu'on cherchait davantage des responsables que des réponses aux questions. C'est ça. La pandémie a vraiment révélé la force des organismes communautaires autonomes par rapport au réseau de la santé et des services sociaux. Mon exemple concret, je ne donnerai pas de nom parce que ce n'est pas important, mais c'est un exemple qui illustre bien ce qui s'est passé dans plein d'organismes communautaires du secteur personnes handicapées. Naturellement, quand la pandémie a commencé, les gens se sont dit ça nous prend de l'accompagnement un pour un. Donc, ils sont partis, se sont séparés des membres, puis ils faisaient un pour un dans les appartements des personnes, dans les maisons des personnes. Et ce qu'on me disait, c'est qu'à partir de ce moment-là, les gens, les membres, ont compris qu'on ne les laisserait pas tomber. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'il n'y a pas eu de gros drames dans les groupes communautaires. Dans la première semaine ou la deuxième semaine de la pandémie, mars 2020, ils ont fait une demande au ministère de l'Éducation pour acheter de l'équipement technique et des frais de formation. Donc, le ministère de l'Éducation a fourni des tablettes, a fourni de la formation, et les intervenantes se sont déplacées directement au domicile des membres avec des équipements de protection individuelle, les jaquettes, les gants, les visières, les masques, pour aller donner de la formation directement sur place. Il a fallu d'ailleurs former autant les intervenantes que les membres, parce que c'était nouveau. Zoom, on ne connaissait pas ça. Team, on ne connaissait pas ça. Donc, c'est tout du nouveau qui est arrivé à ce moment-là. Ça a permis de développer des activités à distance pour les membres, que ce soit de la gymnastique douce, des arts, des activités de stimulation cognitive. Ils ont développé des cafés-rencontres, ils ont développé des déjeuners, causeries. Et par la suite, ça a eu un effet positif parce que les membres se sont aperçus que cette technologie à distance-là leur permettait de socialiser entre eux aussi. Donc, il y a eu des petits groupes qui se sont formés, des groupes de discussion, ça joue au Scrabble, il y a des gens qui jouent au bingo. Donc, malgré le fait qu'ils étaient chacun chez eux, ils ont réussi à continuer à avoir une vie socialisante et normalisante, on pourrait dire. Donc, c'était un gros travail d'équipe des membres de cet organisme-là avec l'ensemble de la population et leurs membres. C'est vrai dans tous les coins de la région. On a, nous, membres, on a 38 organismes membres et ça s'est réparti dans l'ensemble du territoire de la Naudière et ça s'est fait partout.
Et le leitmotiv de ce groupe-là, c'était ensemble, ne laisser personne de côté. C'est comme ça qu'ils ont approché, dans le fond, les deux activités. C'est ce que j'avais à dire. Ça illustre quand même un peu la réalité pendant la pandémie, parce que, qu'on se le dise, c'était une période assez difficile pour beaucoup de monde. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, Pierre. Je pense que ça met en lumière cette question-là de l'expertise. Et là, l'exemple que tu montres a été nommé souvent. Tu sais, comme les organismes communautaires autonomes ont abandonné personne. Ils se sont virés de bord. Ils sont allés chez les gens. Ils ont fait vraiment, quand tu dis ils étaient créatifs, on l'a vu à La Troquelle par le biais des presque 200 membres. Maintenant, avoir cette innovation, cette créativité-là, à se dire, ben OK, on n'a plus le droit de faire ce qu'on faisait, hein, parce qu'habituellement, c'est le contact direct dans le mouvement communautaire, mais de voir justement tous ces projets-là. Puis le soutien, à quel point ça a été difficile. Hein? Moi, je me souviens, le ministère de la Santé et des Services sociaux, juste nous envoyer des directives claires, là, de dire quel est le cadre dans lequel on peut intervenir. Ça arrivait tout le temps, 2-3 semaines, un mois après les annonces faites pendant une conférence de presse. Puis pour moi, ça, à ce moment-là, c'était un manque de respect envers les organismes communautaires qui travaillaient super fort sur le terrain, qui voulaient être présents, mais qui n'avaient pas les marges de manœuvre parce qu'on était trop bas sur la liste de où on donne des indications. Et il ne faut pas oublier non plus que pendant cette période-là, il y a énormément d'activités qui ne se faisaient plus dans le réseau public. Oui, aussi. Donc, on a ramassé dans les groupes communautaires des personnes qui étaient en trou de service. Donc, ça aussi, ça a augmenté, dans le fond, la charge. Il y a beaucoup d'activités de réadaptation, tout ça, qui ont arrêté carrément. On est devenu un filet de sécurité pour toute la communauté. Oui, vraiment. Puis sans cet appui-là qu'on aurait eu besoin du gouvernement. Puis là, on parle d'un appui pas juste financier. Évidemment, celui-là, il est important, mais un appui de savoir comment intervenir de façon sécuritaire, d'avoir accès, juste avoir accès au matériel de protection. Déjà, on est sous-financé. Fait que là, c'était on remettait cette responsabilité-là aux organismes communautaires autonomes. Puis nous, on levait le drapeau en disant, c'est parce que là, ça marche pas. Là. On a besoin, nous aussi. Puis ça a pris à peu près 2 mois, je pense, pratiquement presque 3, avant d'avoir une première réponse digne de ce qu'on appelle une réponse sur la question du matériel de protection. Fait que c'est le genre d'élément, d'exemple qui montre que bien, vous faites du bon travail, merci d'être là, mais d'un autre côté, dans le soutien puis dans l'appui que le gouvernement peut donner aux organismes communautaires, ça a été défaillant. Là. Et je vais céder la parole à Caroline Parent, qui est coordonnatrice au Centre de femmes des Moulins, mais qui va parler à titre d'administratrice de La Troquelle pour la conférence de presse. Je te cède la parole. Bien, merci Hugo. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Comme vous avez pu l'entendre dans les témoignages d'Annie et de Pierre, les organismes communautaires ont été, pendant la pandémie, puis encore aujourd'hui, en première ligne des besoins et défis de milliers de citoyennes et citoyens. Il faut comprendre que pour de nombreuses personnes de nos communautés, les organismes communautaires et surtout les personnes qui y travaillent et s'y impliquent au quotidien sont des lieux de confiance, d'écoute et de respect. Les liens de confiance s'établissent et deviennent un peu plus forts à chaque fois qu'une personne franchit la porte d'un organisme. Existe-t-il encore des espaces où une personne, peu importe sa réalité, peut entrer sans crainte d'être jugée, de prendre le temps dont elle a besoin pour s'exprimer? Des lieux où c'est encore possible de s'impliquer dans la vie associative, dans des activités, de participer à des activités et ultérieurement s'engager dans des processus démocratiques, comme être élu au conseil d'administration, puis pouvoir reprendre du pouvoir individuel, puis le contribuer collectivement. Pour La Troquelle, une véritable reconnaissance de l'expertise des OCA passe par différents éléments concrets. Ça commence par un rehaussement du financement à la mission globale de tous les organismes, permettant des conditions de travail représentatives de l'expertise, des compétences et du professionnalisme des travailleuses et des travailleurs du milieu communautaire. Ça prend aussi un financement à la mission permettant aux organismes de se concentrer sur la réalisation de leur mission et de répondre à l'ensemble des besoins exprimés par les citoyennes et les citoyens.
Ça prend aussi des financements par projet qui reconnaissent réellement l'expertise développée par les groupes et non pas de dédoubler ou encore d'obliger les organismes à embaucher des nouvelles ressources alors que les travailleuses et les travailleurs expérimentés œuvrent déjà sur le terrain. Et aussi, faut cesser d'instrumentaliser les organismes communautaires autonomes, comme on a pu le voir pendant la pandémie. Les organismes existent pour répondre aux besoins et aux réalités de leurs membres. Ils ne sont pas là pour répondre aux problèmes des réseaux publics. Depuis 2016, il est vrai que de nouveaux argents ont été investis et certains organismes de différents secteurs ont fait des avancées significatives et importantes pour leur consolidation et leur développement. Toutefois, les écarts se creusent pour les organismes communautaires autonomes financés en santé et services sociaux et les médias communautaires, soit près de 80% des organismes lanaudois et québécois. Des organismes financés par le ministère de la Famille, de l'Éducation, du SAQEC, des organismes de jeunesse ont encore grand besoin de consolidation. Ce n'est pas dans 5 ans que ces organismes ont besoin d'investissement, c'est maintenant. D'ailleurs, souvent, on entend que les demandes du communautaire sont exagérées en termes de financement. Si le gouvernement cessait de créer des nouveaux programmes de financement par projet ou de financer des projets institutionnels qui dédoublent ce que les organismes réalisent déjà, on y trouverait les moyens d'assurer un plus grand financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires autonomes qui font une réelle différence dans la vie de plus de 100 000 Lanaudois et Lanaudoises. C'est simple. Pour mieux financer l'action communautaire autonome, il faut que le prochain gouvernement fasse un choix. C'est une question de choisir des organismes qui sont présents partout, ici, dans notre région et partout au Québec. Nous demandons donc à tous les partis politiques de s'engager dès maintenant pour les organismes communautaires autonomes et pour tous les citoyennes et citoyens qui y sont engagés comme bénévoles, administrateurs, administratrices et travailleuses et travailleurs. Finalement, pour toutes les personnes qui bénéficient de l'action quotidienne des organismes. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci, Caroline. Je pense que c'est très précis, hein? Nos attentes, ils sont clairs, on les renomme souvent, mais en même temps, je pense que c'est le temps d'aller à la rencontre des candidates et des candidats dans les élections actuelles. Moi, j'invite les organismes communautaires autonomes à parler de politique, à tenter de les rencontrer, de nommer leur réalité. Puis justement, on a fait un court portrait, là. On peut pas présenter tout ce qui se passe dans les 170 organismes en santé et services sociaux, nos 30 organismes des autres secteurs, parce qu'il y en a tellement de projets, il y a tellement d'initiatives, mais j'invite vraiment tout le monde dans les organismes à aller dialoguer avec les candidates, candidats, à rappeler l'importance. Nous, on va le faire dans les prochaines conférences de presse, on va le faire pendant les débats électoraux à la fin du mois de septembre aussi, mais faut pas être gêné de ce qu'on fait. Puis dans le mot que tu disais, Caroline, c'est vrai qu'on l'entend. Vous demandez beaucoup trop. L'État n'a pas les moyens du 460 millions que vous revendiquez. Mais c'est pas vrai, c'est une question de choix. Puis moi, je pense que dans cette campagne électorale-là, il faut le rappeler. Que c'est simplement une question de choix. Puis ils nous ont pas choisi malgré le caractère essentiel, malgré tout ce qu'on a réalisé. Merci pour votre présence à la conférence de presse. Je vous invite à nous rejoindre lundi prochain, le 12 septembre, à 11h, pour la deuxième conférence de presse dans le cadre du mois électoral. Et cette fois-ci, le thème sera le filet social. On espère vraiment que vous allez pouvoir y assister. Et je vois qu'on a une question à l'écran. Fait que je vais prendre le temps. C'est une première. Enfin, on a une question. Je suis content. On dit que c'est montjoliette.com qui nous demande, vous mentionnez un rehaussement de financement. Mais avez-vous un chiffre précis en tête? De plus, quels actes précis attendez-vous pour avoir plus de reconnaissance? Tout d'abord, le chiffre, c'est 460 millions de dollars qui est réclamé pour les 4000 organismes du Québec. Et quand on parle dans l'anodière ici, le montant est à 37 millions de dollars
qu'on revendique. Puis peut-être juste pour voir, en fait, depuis 2016, il y a des investissements dans le mouvement communautaire autonome. L'Anaudière, ça représente près de 7 millions qui a été investi en 6 ans. Fait que c'est un pas dans la bonne direction, mais le problème, c'est que le 37 millions revendiqué, lui, continue d'augmenter. Donc, on a cet enjeu-là quand on dit que c'est dès maintenant qu'on a besoin de rehaussement. C'est vraiment ça. Et les actes les plus précis pour avoir la reconnaissance, financement à la mission, reconnaissance de l'autonomie des organismes communautaires autonomes. Ils ne sont pas là pour répondre aux besoins du réseau public, ils sont là pour répondre à leurs membres. Et moi, je rajouterais comme dernier élément aussi pour la question des reconnaissances, c'est d'arrêter de dédoubler l'expertise des organismes. Les organismes sont implantés, enracinés, sont reconnus par la communauté, puis ils font bien un travail. Ils ont besoin d'être mieux soutenus. Pas que le gouvernement crée des nouveaux projets qui ressemblent à la mission des organismes communautaires autonomes. Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que... C'est tout à fait ça. Puis, on voit aussi un commentaire intéressant qui dit justement, avec tout ce qu'on a nommé dans la conférence de presse, il y a beaucoup de travail administratif qui est dû à ce manque de reconnaissance-là, au lieu justement de passer du temps avec le monde. Exactement. Parce que il faut faire des demandes de financement, parce qu'il faut rendre des comptes, fait que là c'est des rapports à produire, puis des fois pour le peu de financement que tu reçois de projets ponctuels, tu as plus de reddition de comptes que quand on l'a pour notre financement à la mission globale. C'est vrai. C'est vraiment des éléments. Merci de participer avec nous. Vraiment, c'est intéressant là, de voir les commentaires. Puis je nous invite vraiment. Latage parle ici, je vois, reconnaît l'importance des déclarations. Dans le fond, en résumé, on a de la difficulté à payer les employés. On doit fonctionner par projet. Donc, vraiment, je pense qu'on est au cœur de la situation. Donc, notre conférence de presse, comme je disais, la semaine prochaine, parle du filet social. Je pense qu'on va continuer ce crescendo qu'on a commencé ensemble. Si vous avez apprécié la conférence de presse, on vous invite aussi à la partager sur les médias sociaux, à même la faire parvenir aux candidates et candidats que vous connaissez. On n'est pas gêné dans une campagne électorale. On est là pour nommer nos aspirations. Et je termine en vous disant que cet après-midi, à 13h30, toutes les artisanes et les artisans du mouvement communautaire autonome sont invités à se rassembler pour le Rassemblement national, engagez-vous pour le filet social. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de Engagez-vous AK. Justement, on va être partout au Québec à se rassembler pour justement mettre le point là. C'est pas juste dans l'Anaudière que ça se passe ce mois électoral-là. Partout au Québec, les organismes communautaires seront présents. Merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve la semaine prochaine.